Allô, me voici de retour. Me voici de retour parce que je suis sollicitée. Hein, quand je suis sollicitée, je reviens te faire des petits coucous et quand je ne le suis pas, ben, on est ailleurs à faire d'autres choses. Euh, écoute, je reviens parce que là, j'ai reçu une question très intéressante par courriel. Je vais la lire et je vais y répondre. Puis en même temps, ben, c'est une période vraiment riche ces temps-ci. Je sais pas, là, ça va avec cet hiver froid et peut-être un peu chaotique aussi au niveau du climat géopolitique. Je ne sais pas. Enfin bref, il y a une certaine recrudescence ici de questionnement, d'activités, de suivi, bon, de toutes sortes de choses qui amènent toujours des questionnements ou des conversations qui sont très intéressantes, qui me permettent après de revenir ici puis de rebondir sur des thèmes qui, je pense, sont assez communs et généralement rencontrés. Bref, je vais y aller avec la question. Ça, c'est la première chose que je veux traiter aujourd'hui, parce que c'est une question qui, ça aussi, c'est pas la première fois que je l'ai, mais la façon qu'elle a été posée ici, je trouve qu'elle amène plusieurs angles ou plusieurs points d'entrée. Enfin bref, on peut le voir un peu n'importe de la façon qu'on veut. Elle apporte comme plusieurs lectures possibles. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Là, il y a plusieurs lectures possibles de cette question-là, fait que c'est pour ça que je la trouvais intéressante. Puis en second lieu, ben, si tu as la patience de rester jusque vers la fin du vidéo, ben, je voulais traiter aussi d'un autre thème euh, qui fait suite à une conversation que j'ai eue récemment avec un client. Donc, on va commencer avec la question. Dans le fond, là, je la lis, là, je veux pas tout lire le courriel. Je vais lire juste la portion qui est pertinente. Dès que je me retrouve face à l'inactivité, à l'ennui ou au simple fait de ne pas savoir quoi faire dans l'instant, au lieu d'être tranquille ou détendu, mon système nerveux réagit comme s'il y avait un danger. Hypervigilance, peur, insécurité. Comme si ennui égale danger de mort. Bref, le reste, c'est pas pertinent, là, c'est des détails supplémentaires qui apporteront pas nécessairement plus d'éclairage à la façon dont j'ai envie de répondre. Euh, Cette question-là, par rapport à l'ennui, justement, au fait de ne rien faire, de ne pas avoir d'activité, tout ça, ben ça, c'est quelque chose que, bon, c'est pas la première fois que je rencontre ça. Dans les accompagnements, puis d'ailleurs, j'en ai traité dans mon livre Embrasser le serpent, là, j'en ai traité du fait que c'est normal, à un moment donné, dans le cheminement, de rencontrer des périodes où il se passe vraiment pas grand-chose. On est vraiment dans une espèce de non-être et non-agir. Et puis, ben ça, souvent, ça place les gens en situation d'inconfort assez rapidement. Assez rapidement. Il y a peut-être une petite période au départ qui peut être agréable puis qui peut être un peu blissful là-dedans, là. Si la personne a été quelqu'un de très occupé, très agité, que là, de tomber dans un espace où c'est très tranquille, au départ, ben, ça peut être intéressant. Mais généralement, c'est pas trop long qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche. Hein, et la personne le nomme très bien dans le courriel. Hein, elle le cible, elle le dit, elle le sent. C'est au niveau de son système nerveux que ça se passe. Hein, elle tombe dans un mode d'hypervigilance. Bon, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. Et puis, pour pas faire une vidéo non plus qui va durer 2 heures, on va y aller, je vous dirais, du plus grossier au plus subtil. On va commencer avec le plus grossier, finalement, qui est le fonctionnement du système nerveux. Bon, tout le monde sait, ben pas tout le monde, mais en tout cas, plusieurs personnes le savent. J'imagine que vous le savez. Si vous ne le savez pas, ben, je vais vous apprendre quelque chose. Le système nerveux, hein, il y a un conditionnement naturel, une façon de fonctionner naturelle qui relève du système nerveux autonome, qui est vraiment le mode fight or flight or freeze. Hein. Bon, tu sais, vous avez déjà entendu parler de ça, là, fuir, combattre ou figer. C'est comme trois propensions naturelles qu'a le système nerveux, puis ça vient vraiment de notre animalité, là, hein. Je veux dire, nos ancêtres sont des primates, on appartient encore à quelque part au règne du primate, donc on provient du règne animal, on fait partie du règne animal, puis dans la biologie humaine, ben il y a de ça. Il y a de ça dans le système nerveux autonome, c'est des milliers d'années de conditionnement de vie comme chasseur-cueilleur, puis après comme nomade, puis après ça, ben bon, l'humain s'est sédentarisé, mais bon, bref,
bref, au fil de son histoire et son évolution, ben, au départ, c'était un chasseur-cueilleur, puis il avait à se déplacer sur le territoire pour assurer sa survie, puis il rencontrait toutes sortes d'animaux et de prédateurs, et il y avait parfois aussi à se défendre par rapport à tout ça. Donc, dans ces modes de fonctionnement-là, qui sont innés, qui font partie finalement du fonctionnement du système nerveux autonome, ben, il y a ces trois modes-là qui consistent à se battre, hein, si on fait face à de l'hostilité à un ennemi, à agir, à se défendre, à bouger, à se mettre en action. Ensuite de ça, ben, il y a un mode de fuite. Si à un moment donné, ben, le prédateur ou l'attaque ou la chose qui est hostile, on ne peut pas l'éviter, puis qu'il y a un danger de mort imminent, ben, il va avoir une propension à fuir. Et il y a aussi le fait de figer, hein, le figement qui vient souvent avec les traumas, qui fait en sorte que ça aussi, c'est à quelque part un mode de défense parce que certains animaux, on va le voir, puis c'est un peu ça le figement, ils vont comme faire le mort. Ils vont faire le mort, puis souvent, ben, ça peut leur éviter justement la mort. Donc, tout ceci pour dire que ces modes de fonctionnement-là, ils sont présents dans le système nerveux autonome. Et ça, j'en ai traité récemment dans un texte sur Substack, je crois. Je pense pas que ça soit un texte sur le blog. Peut-être. Enfin, bref, je sais pas. Je sais plus. Moi, j'écris un paquet d'affaires, puis après ça, je m'en souviens plus. Mais bref, je me souviens que j'ai quand même traité de ça, que les modes de combat, de fuite et de figement, c'est pas toujours à proprement parler des modes comment je vous dirais ça, qui en passent par le corps. Hein, je veux dire, on peut combattre, on peut fuir et on peut se figer, psychologiquement parlant aussi. Hein, bon, genre, je sais pas, moi, quelqu'un n'est pas gentil avec vous et puis verbalement, vous allez riposter, vous allez tomber dans la méchanceté ou vous allez répondre à l'attaque par l'attaque au niveau verbal. Bon, on voit ça comme une attaque, mais dans le fond, c'est un mode de défense, c'est un mode de combat. Hein? C'est vraiment une façon de réagir que si on se sent attaqué, ben on va riposter un peu de la même façon. Donc, c'est pas nécessairement forcément par des coups ou de la violence physique, ça peut être des paroles malveillantes, de la méchanceté, de la médisance, ça peut être toutes sortes de choses. Bon, ça peut être aussi des comportements passifs-agressifs hein, qui consistent à justement ne pas réagir, mais après ça, passer par en arrière pour aller, bon, salir la réputation de la personne, parler dans son dos, bon, et s'adonner à toutes ces petites pratiques-là qui consistent à faire indirectement ce qu'on ne peut faire, on ne peut faire directement parce que, bon, on a trop peur ou on n'a pas le courage, on n'a pas la force, enfin, bref, tous les mécanismes là, que vous comprenez. Fait qu'il y a ça. Ensuite de ça, ben, la fuite, ça, je veux dire, c'est très commun, c'est très courant chez l'humain, tous les modes de fuite. Vouloir fuir les conversations, vouloir fuir à travers les addictions, à travers le temps d'écran, à travers, bon, toutes sortes de choses. La fuite, c'est des modes comportementaux. C'est un mode comportemental, oui, aussi. Et puis le figement, ben, c'est la même chose. Hein? Des fois, on peut faire face à une situation, puis on va entendre ça souvent, ben, j'ai gelé, j'ai pas réagi, je savais pas quoi dire, je suis restée sans réaction tellement j'étais abasourdie. Bon, ben, ça aussi, c'est un mode de figement. C'est un mode de figement. On est là, on n'est pas capable de réagir, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est après coup que là, on va revenir à la maison. Puis là, tous les scénarios vont partir. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû faire telle chose, etc., etc. Bon, bref, vous voyez un petit peu où je m'en vais avec tout ça. Donc, tout ceci pour dire que la question du fonctionnement du système nerveux autonome pardon, là, je vais me réajuster, en mode de fuite, de combat ou de figement, ben c'est pas juste à travers le corps que ça se passe. Ça se passe aussi à travers les aspects psychologiques de la personnalité. Donc, pour en venir à ce que la personne disait, ben il y a effectivement de ça dans sa façon de réagir. Cette personne-là, là, je peux aller plus loin dans mon courriel, mais elle associait ça, oui, à quelque chose qui s'est passé dans son passé, puis c'est fort possible qu'effectivement, il y ait un lien.
Ouais, il peut y avoir un lien avec un trauma du passé, que le fait que de se retrouver dans une situation où on n'a rien à faire, il y a de l'ennui, ça peut créer de l'inconfort, puis l'inconfort peut être suffisamment important pour activer le système nerveux dans un mode d'hypervigilance. Donc ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'observe, je veux dire, c'est le système nerveux. Donc, on l'observe et on accueille et puis on essaie de rassurer le système nerveux du mieux qu'on peut. Euh, mais encore là, c'est des aspects tellement fins et biomécanique quelque part que même si on se ferait des gros câlins puis qu'on se rassurait puis qu'on dit ça va bien aller, bon, je veux dire, je pense qu'il y a des techniques plus efficaces que ce soit d'en passer par des techniques de respiration, bon, et toutes les techniques qu'on connaît qui apaisent finalement et qui régulent le système nerveux, qui essayent de nous retourner au parasympathique et de nous sortir du sympathique ou du dorsal, ben ça peut être efficace. Hein? Fait que toutes ces techniques-là, les techniques de cohérence cardiaque, la respiration, certaines approches méditatives douces aussi, la musique, les bains chauds, enfin bref. Je veux dire, je ne suis pas là pour vous donner mille et une recettes à ce sujet-là. C'est juste important de comprendre que ça relève du système nerveux. Donc, même si vous vous parlez, même si vous demeurez passif et dans l'observation et dans l'accueil, ben ça ne le fera pas tout seul. Ça ne le fera pas tout seul. C'est le système nerveux. Donc, il existe aussi des façons de calmer et de rassurer le système nerveux, et puis vous pouvez les utiliser, ou vous pouvez aussi, puis ça, moi, c'est une technique que j'ai tendance à privilégier de temps en temps, justement parce que c'est bien beau de rassurer, là, mais à un moment donné, ça peut devenir un peu addictif que de toujours rassurer le système nerveux. Puis si on veut vraiment dépasser cette limite-là, bien, à un moment donné, il va peut-être falloir accepter de demeurer avec l'inconfort. Mais bien ça, il faut être prêt psychologiquement parlant à le faire parce que le système va se tendre et il va devenir de plus en plus sous tension et jusqu'à atteindre un certain point de rupture. Là. Mais en tout cas, bref, il y a une dynamique là-dedans, puis je vous laisse la découvrir par vous autres mêmes. Il n'y a pas de danger de mort, il n'y a rien de dangereux à faire ça, c'est juste que c'est inconfortable. C'est inconfortable parce que l'idée là-dedans, c'est de dépasser l'idée de l'inconfort. Et c'est ça que les gens ont de la difficulté à rencontrer souvent, c'est de dépasser l'idée de l'inconfort. Parce que quand on accepte de rester avec l'inconfort, à un moment donné, ben, la tension va augmenter jusqu'à un certain point de rupture qui va faire qu'il y a quelque chose qui va basculer, puis on va finir par voir l'inconfort pour autre chose que ce que c'est. Parce que tout ça, c'est vraiment tout le temps une question de rappel mémoriel, de la façon dont le corps se rappelle du passé et de la façon dont il transige avec l'information. Donc, si l'information a toujours été associée à une forme de souffrance, une forme d'inconfort, une forme de tension insoutenable ou de quelque chose que j'ai pas le goût d'aller rencontrer, que j'ai pas le goût de voir, que j'ai pas le goût d'adresser, ben tant aussi longtemps que je vais rester dans cette vision-là, dans ce champ des possibles-là, ben c'est ça qui va se produire. Donc, d'aller rassurer, calmer le système nerveux, c'est excellent parce que je pense que c'est un travail préliminaire qu'il faut commencer à faire parce que c'est ça qui nous permet de comprendre de plus en plus finement le fonctionnement de notre système. Mais à un moment donné, ben, faut sortir aussi de cette dynamique-là puis de dire, OK, là, je pense que je comprends comment mon système fonctionne. Maintenant, je suis prêt ou prête à me mettre à l'horaire pour dire, on va aller pousser un petit peu plus loin l'inconfort pour se donner la chance de l'expérimenter autrement et de voir est-ce que c'est réellement de l'inconfort. Parce que ça peut, en tout cas, moi je vous parle d'expérience ici, là, ça peut devenir d'autres choses. Ça peut devenir, parce que fondamentalement, ce que vous expérimentez comme de l'inconfort ou de la souffrance ou quelque chose que vous ne voulez pas aller voir ou adresser parce que ça vous apporte des sensations ou un ressenti qui est désagréable, bien, c'est des mouvements énergétiques, c'est le fonctionnement du système nerveux, c'est de l'énergie, tout ce truc-là. Et l'énergie, fondamentalement, c'est neutre. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est neutre. Tu sais, je veux dire, oui, on a deux polarités, positives, négatives, c'est comme ça qu'on les illustre et qu'on les explique dans le champ de compréhension humaine, que ce soit au niveau scientifique ou spirituel. On voit toujours ça comme deux polarités qui s'opposent, mais dans le fond, c'est deux forces qui se complémentent. Et la question est de savoir, ben, quel regard tu poses sur tout ça. Si tu continues à voir ça comme étant négatif, ça va rester négatif. Puis si tu le vois comme excessivement positif, ça va rester positif. Mais fondamentalement, au niveau énergétique, c'est neutre.
C'est neutre, c'est une qualité énergétique qui est là. C'est comme confondre colère et puissance. Les gens ont beaucoup de difficultés aussi avec cet aspect-là, puis là, je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais ça, je l'ai vu aussi en accompagnement. Les gens, à un certain point, ils cheminent, là, ils adressent de l'émotionnel commence à se transformer, puis là, à un moment donné, ils sentent que dans une situation X, ils ont senti quelque chose monter, puis là, ils vont dire, j'ai senti une colère monter. Je dis, ouais, mais est-ce que tu étais vraiment en colère? Non, c'est ça qui était étrange, je n'étais pas en colère, c'est juste que j'ai senti quelque chose. Ben oui, mais ça, c'est de la puissance. Ça, c'est de la puissance qui voulait t'amener dans une forme d'action, que ce soit de parler, de t'exprimer, de mettre ta limite ou peut-être simplement une action de te retirer, mais c'était de la puissance. Et là, les gens, des fois, ils ont de la difficulté à faire la transition entre une couleur émotionnelle et une couleur énergétique. Hein, parce que c'est beaucoup ça, là, dans le champ de compréhension, quand on plonge à l'intérieur de soi, ben, on est pur, puis on enlève des qualités, puis on shift au niveau de nos compréhensions, puis dans notre façon de voir les choses. Fait qu'on peut partir avec quelque chose qui est très intellectuel, qui relève de la croyance, qui va doucement glisser vers des liens qu'on fait avec l'émotionnel. Là, on va tomber dans des qualifications, puis un vocabulaire qui est beaucoup plus, qui relève de l'émotionnel, parce que là, on va se mettre en contact avec ça, mais plus on va plonger profondément dans le ressenti, plus même la question, puis plus le silence va grandir en nous, plus même la question de l'émotionnel va se transformer, va se neutraliser, puis on va finir par voir que tout ça, ben, c'est de l'énergie finalement, c'est de l'énergie qui bouge, qui veut se manifester, puis qui veut faire quelque chose, là, tu sais, je veux dire que ce soit de s'exprimer, se retirer, parler, établir une limite, essayer d'entrer en communication, faire quelque chose. Bon, bref, c'est des mouvements de vie, tout ça. Donc, la question du sentiment d'ennui, puis du ne rien faire, puis de toutes ces choses-là, ben il y a une exploration à faire dans tout ça. Puis quand ça part vraiment, puis qu'on sent que ça part vraiment du système nerveux, ben je pense qu'il y a à apprivoiser le fonctionnement de notre système nerveux. Puis ensuite de ça, ben là, de shifter vers d'autres choses, de dire, ben le système nerveux, je comprends que fondamentalement, c'est de l'énergie, hein, je veux dire, c'est relié à votre champ électromagnétique, bon, je veux dire, on ne fera pas écho de médecine ici, je ne suis pas médecin, là, fait que, mais bref, on sait que la façon de mesurer le fonctionnement de notre système nerveux, c'est avec des appareils qui vont le calibrer, qui vont calibrer l'énergie électrique et l'énergie magnétique qui circulent dans notre cerveau, dans notre tronc cérébral, dans notre cœur, puis dans l'ensemble de notre corps. Bon, donc fondamentalement, c'est de l'énergie. Il y a moyen d'apprivoiser ça et de voir les mouvements du système nerveux pour autre chose que juste des questions justement de survie, d'émotions, de croyances, puis les autres couches de l'être qui relèvent finalement plus de la personnalité. On peut voir ça vraiment d'une couleur qui est très, ben c'est ça, énergétique, là, je trouve pas vraiment d'autres mots. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il ne faut pas, faut pas nier dans tout ça, c'est qu'on vit dans des sociétés où l'action est très, très valorisée. Je veux dire, moi, je suis à la retraite, là, puis je trouve ça fantastique de voir à quel point, si on me baigne dans un nouvel environnement où je connais pas grand monde, puis que c'est pas forcément des retraités comme moi, c'est des gens, bon, qui viennent d'un peu partout, de tout acabit, de tous âges, oui. Ben, c'est pas trop long que quand on va m'aborder, si on me connaît pas, on va me demander mon nom, question générique, mais là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il revient vite, hein? Il revient très, très vite. Il revient très, très vite. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, l'action, le travail, bon, tout ça, ça prédomine dans nos vies. Le faire prédomine beaucoup dans nos sociétés. Donc, comme le faire prédomine beaucoup, que les sociétés sont de plus en plus rapides, sont encore beaucoup axées sur la performance, le rendement, toutes ces choses-là, bien, c'est certain qu'au niveau endocrinien, au niveau de les différentes glandes qu'on a dans le corps et les hormones qu'elles génèrent, bien, il y a tout
il y a tout un fonctionnement qui vient avec ça aussi, hein. Je veux dire, les surrénales qui produisent du cortisol puis de l'adrénaline sont fortement sollicités dans nos sociétés. Puis on voit de plus en plus de petites vidéos un peu partout, là, sur TikTok puis Instagram, puis ces places-là, que on va vous parler des excès de cortisol, des débalancements hormonaux au niveau de ces glandes-là, les effets que ça a sur le corps et les techniques, que ce soit au niveau de l'alimentation, du mode de vie, ces choses-là que vous pouvez faire pour essayer de diminuer votre niveau de cortisol s'il est trop élevé ou d'adrénaline. Bon, bref, il y a des gens qui commencent à, je vais prendre un anglicisme, à wincher un peu sur toutes ces questions-là. Puis c'est certain que le système nerveux, lui, il est là pour recalibrer l'ensemble de votre organisme. Donc, si votre système nerveux est constamment en mode d'hypervigilance, ben c'est certain qu'il va calibrer votre système endocrinien en fonction de ça. Fait que c'est pas de la sérotonine qui est la petite hormone du bonheur ou de l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour que vous allez sécréter le plus. C'est du cortisol, de l'adrénaline, de la dopamine, puis bon, toutes les hormones finalement qui vous permettent de demeurer en action puis de demeurer dans le faire. Donc, il y a une régulation aussi de ce côté-là qu'il ne faut pas négliger. Puis généralement, ben, quand le système nerveux s'équilibre, quand toutes les dimensions de l'être se pacifient, ben, il y a comme encore là, je vais encore employer un anglicisme, il y a comme un reset qui se fait aussi au niveau du système endocrinien. Puis là, ben, il y a des choses qui vont se rééquilibrer de ce côté-là. Et ça, le fait que, exemple, le fait qu'il y ait un reset qui se fasse au niveau du cortisol et de l'adrénaline, si ceux-ci chutent rapidement dans votre système pour X, Y, Z raison, on n'a pas besoin de savoir exactement pourquoi, bien, c'est certain que ça peut vous amener dans des phases que j'appellerais de léthargie, où là, vous n'aurez plus le goût de faire quoi que ce soit, puis vous allez avoir l'impression de tomber vraiment dans l'autre excès que certains vont appeler la paresse ou l'apathie. Et ça, mon Dieu, que ça va générer de la culpabilité et toutes sortes d'autres émotions ou sentiments qui viennent avec, justement, quand on passe du faire à l'être. Hein? C'est comme c'est mal perçu un peu dans nos sociétés que de ne rien faire. Bien là, il y a de l'inconfort émotionnel qui vient avec ça aussi, que de s'en vouloir, de ne rien faire, puis de se demander si c'est normal, je suis en train de vivre une dépression, qu'est-ce qui se passe avec moi, puis bon, tous les questionnements qui viennent avec ça, souvent. Donc ça, ben, il faut aller voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Tu sais, je veux dire, mais c'est des émotions, des sensations, puis des trucs qui sont normaux aussi à passer. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect du système nerveux, il y a l'aspect du système endocrinien, il y a les émotions que tout ça génère. Vous voyez, c'est pas nécessairement simple et linéaire, cette dynamique-là. C'est assez multidimensionnel et multifactoriel. Ça fait beaucoup de choses à aller voir. Puis on n'est pas obligé de tout prendre ça en une seule et même bouchée parce que ça fait pas mal une grosse bouchée. On peut y aller étape par étape. Puis une journée, on décide qu'on regarde un petit peu le fonctionnement du système nerveux. Une autre journée, on va regarder les émotions que ça vient chercher. Une autre journée, on peut regarder les croyances qui sont associées à tout ça. Bon, bref, je veux dire, retourner le regard vers l'intérieur puis commencer à regarder en dedans, là, c'est, je veux dire, bon, c'est une bonne job, hein? Fait que si vous cherchez quelque chose à faire, là, ben, c'en est une, ça. C'en est une que c'est une action passive, oui. Hein? C'est une action passive, c'est une action d'observation, mais c'est une action pareille. Donc, de regarder, ben, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, voilà. Et d'accepter de rester avec les inconforts, puis avec les émotions, puis avec tout ça, ben, ça aussi, c'est une forme d'action. Mais c'est peut-être pas celle qui va être la plus visible, la plus bling-bling, la plus clinquante, la plus méritoire ou celle qui va attirer l'attention de votre entourage. Donc, bon, ça aussi, c'est à regarder. Hein? Qu'est-ce que les autres vont penser du fait que je ne fais rien, que je décide que, je ne sais pas, moi, je consacre du temps à une pratique méditative, une pratique introspective où j'accepte de demeurer dans le rien faire. Bon, comment ça va être perçu par mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mon environnement, mon voisin, ma voisine, enfin bref. Bon, là, on rentre dans la dynamique du regard de l'autre par rapport à notre vécu. Fait que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Fait que vous voyez que cette question-là, elle est à la fois simple et complexe et bon, voyez-vous, ça fait déjà quand même 24 minutes que j'en traite.
On a abordé plusieurs angles, oui, qui sont les angles principaux avec lesquels on peut commencer à regarder tout ça. Mais rassurez-vous, c'est un peu normal. Je l'ai vécu ici aussi. Moi, j'ai comme été forcée, là, la vie m'a comme arrêté net sec du jour au lendemain. Et puis, si au départ, il y a eu comme un immense soulagement parce que, bon, il y avait un niveau de fatigue et d'épuisement qui était quand même assez important. Ça n'a pas été trop long, moi aussi, que je suis tombée dans des inconforts où j'ai réalisé que je me définissais beaucoup plus que je l'aurais cru après ma barre par le travail, par l'occupation professionnelle et par tout ce qui vient avec ça. Est-ce que ça permet d'avoir comme conversation en société, d'attirer comme attention aussi, parce que là, quand on se met à parler de bon, ce qui se passe à notre bureau, ce qui se passe dans notre milieu de travail, ce qui se passe dans notre faire, généralement, il y a toutes sortes de petits dramas puis de petits problèmes à la clé avec ça. Un patron un peu irritant, une famille un peu lourde par moment, des enfants qui nous préoccupent. Fait que là, quand on tombe dans ce que moi j'appelle le small talk en société, et que là, on tombe dans le faire, ben on tombe souvent aussi, et ça vous l'observerez, on tombe souvent aussi dans les problèmes qui viennent avec le faire. Et ça alimente une bonne dose de conversation parce que là, ça emmène des résonances, de la sympathie. Ah oui, toi tu vis ça, moi aussi je le vis. Puis là, bon, vous voyez, là, et tout ce qui vient avec une vie en société là, qui est tout à fait normale. Je ne suis pas en train de dire que tout ça, c'est anormal ou qu'il faut mettre fin à ça. C'est pas ça que je dis, et puis c'est pas ça que je prétends, puis je prétends pas que c'est mal. Ce que je dis, c'est que ce sont des comportements humains, normaux, qu'on rencontre partout, puis à un moment donné, ben, quand on commence à les observer, puis à s'observer dans ces comportements-là, on voit aussi tout ce que ça génère, tout ce que ça nourrit et tout ce que ça maintient. Oui, c'est le terme que je cherchais. Tout ce que ça maintient. Maintenant, après ça, ben là, si on aspire à d'autres choses, puis la question est toujours de savoir à quoi vous aspirez. À quoi vous aspirez exactement? Bon, si on aspire à d'autres choses, ben là, c'est là qu'on commence à les observer, ces trucs-là, puis à voir, ben justement, jusqu'à quel point j'ai le goût de continuer à alimenter ça, à entretenir ça, à faire perdurer ça dans ma vie. Est-ce que ça génère plus de positif que de négatif dans ma vie? Est-ce que c'est rendu source justement d'inconfort et d'ennui? C'est intéressant ça aussi, hein, parce qu'à un moment donné, on peut avoir de la difficulté à demeurer à ne rien faire, se sentir déclenché par le fait qu'il ne se passe rien dans nos vies, qu'on s'ennuie ou qu'on n'est pas capable de se détendre dans un espace où il n'y a rien à faire, mais on peut aussi avoir de l'ennui et de l'inconfort à naviguer dans le monde et dans la société, dans les us et coutumes et dans les façons de faire. Exemple, je vais encore me prendre un exemple parce que c'est toujours ce qui est le plus facile. Moi, j'ai jamais vraiment beaucoup été une fille de small talk. Moi, de parler de la météo, de la politique, ces choses-là, c'est pas trop long que. Je veux dire, pour moi, je le vois, là, si je l'ai toujours vu, c'est comme un disque qui tourne, cette affaire-là. C'est comme une bobine qui recommence. Tu sais, je veux dire, c'est toujours la même conversation qui dure 30, 40, 45 minutes. Puis là, au bout de 30, 45 minutes, ça recommence, ce truc-là. Là. C'est juste quelqu'un d'autre qui va la repartir sous un angle légèrement différent, mais on reste toujours dans le même genre de conversation. Fait que là, moi, c'est le genre de truc qui finit par m'ennuyer parce que j'aime avoir des discussions de fond, mais en même temps, j'ai réalisé au cours des dernières années qu'on ne peut pas toujours non plus être dans les discussions de fond parce que ça, c'est plus demandant, ça demande plus d'ouverture, d'empathie, d'écoute, d'accueil, puis pendant un temps, c'est le fun, puis c'est plaisant, puis on est plus dans la vérité puis de l'authenticité, oui, mais à un moment donné, ben, c'est ça, c'est plus demandant au niveau énergétique aussi. Fait que c'est bon d'avoir les deux dans la vie. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis beaucoup réconciliée dans les dernières années avec toutes les questions du small talk. Puis le small talk aussi, il faut voir que c'est une façon d'entrer en contact avec les gens, de les mettre en sécurité, de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise pour après ça peut-être rentrer dans des discussions de fond qui vont être un petit peu plus intéressantes ou riches ou denses de d'autres choses. Tu sais. Donc, ça prend des deux dans la vie. Mais à la base, si tu es toujours inconfortable, comme moi je l'ai été pendant un temps dans ma vie, toujours inconfortable dans le small talk, euh, toujours, c'est ça, soit inconfortable ou dans l'ennui ou dans le goût de vouloir s'en aller, ben
là aussi, ça demande, tu sais, je veux dire, l'ennui, elle peut passer elle a bien des visages et bien des manières de s'exprimer. Puis, dans le fond, là, je vais rentrer dans la dernière dynamique que j'avais le goût d'adresser avec ce sujet-là, qui là est une dynamique, je vous dirais, plus existentielle ou plus, on va le dire, spirituelle. C'est que au niveau de l'être, vraiment, là, au niveau de l'essence, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec la question de l'ennui. C'est-à-dire que, il y a l'ennui qui est relié à la joie et au plaisir de vivre et à l'amour de la vie. Bon, donc, quand on est vraiment en connexion avec l'être profond, avec notre essence, il y a une vivacité, il y a une joie de vivre, il y a un amour pour la vie qui est là, qui fait que c'est aussi normal, après un certain temps, quand on se retrouve dans un contexte ou une situation qui ne fait pas vibrer cette dimension-là de nous, il y a une normalité à ce qu'on ait cette espèce de je veux me pousser, là. J'ai le goût d'aller vivre d'autres choses. Moi, je veux avoir du fun. Je veux vivre, puis je veux avoir de la joie. Je veux, tu sais, bon, je veux vraiment vivre, mordre, dégoûter la vie. Donc là, si la situation X, Y, Z que je suis en train de vivre m'emmerde, ben il y a comme un élan de vie naturel à vouloir aller faire d'autres choses ou se faire voir ailleurs. Bon, ça, il y a une normalité aussi dans ça. Et voyez-vous, là, on est dans quelque chose de plus j'avance, plus on est dans quelque chose de fin et subtil qui demande l'observation et qui demande de rester avec tout ça pour être capable de départager la finesse qu'il y a dans toutes les interprétations, oui, et les couleurs que je suis en train de vous donner. Donc, ben c'est ça. Il y a cette question-là il y a cette partie de nous-là qui est en amour avec la vie, puis qui a le goût de mordre là-dedans, puis qui n'a pas forcément le goût de s'éterniser dans un contexte où on n'est pas là. On est ailleurs, on est en train de nourrir du drama, on est dans le négativisme, on est dans la médisance, la calomnie, on est dans quelque chose qui est vraiment pas le fun, là, et ça arrive aussi en société parfois, tout dépendant des cercles et des milieux où on évolue. Puis, à un moment donné, ben, c'est naturel de faire « Hey, qu'est-ce que je fais ici? » Tu sais, je veux dire, je peux-tu aller me faire voir ailleurs? Bon, ça, c'est normal. Puis après ça, ben, il y a l'autre dynamique qui, là, rejoint un peu la question de départ et, bon, toute la question du fonctionnement du système nerveux aussi, de l'ennui, du ne rien faire, qui, là, est associé à une peur existentielle qui est généralement celle de mourir ou de souffrir. Bon, donc, voilà. Et fait que c'est jusqu'où on est dans l'un ou dans l'autre, puis des fois, ça peut être un mélange des deux. Donc voilà, fait que c'est un terrain d'exploration, la question de l'ennui, du ne rien faire et ne pas agir, qui demande à vraiment, qui est une belle piste d'exploration, parce que, et encore là, je parle à partir d'ici, là, je ne veux pas généraliser dans le propos que je m'apprête avec lequel je m'apprête à conclure la vidéo, c'est que dans la dimension de l'être, on est vraiment dans une dimension justement où le ne rien faire et ne pas agir ne pose pas fondamentalement un problème. Tout comme le fait de faire et d'agir ne pose pas un problème non plus. C'est vraiment une dimension qui est ouverte au grand champ des possibles et qui, généralement, est dans la réponse, plus que dans l'action. Puis c'est là que la ligne est très, très fine et très subtile. C'est-à-dire que être toujours dans l'action, ça, c'est un mode conditionné. Faut vraiment le voir. Puis c'est surtout ça que l'examen du ne rien faire, de l'ennui et du non-agir peut nous amener à réaliser, c'est jusqu'où c'est conditionné, puis jusqu'où ce ne l'est pas. Donc, l'être, lui, être dans un ou dans l'autre, fondamentalement, c'est pas trop... c'est pas un enjeu en soi. L'enjeu, c'est d'être dans une certaine forme d'équilibre dans tout ça. C'est-à-dire que d'une façon naturelle, il y a des choses qui vont se faire dans une journée, que ce soit la lessive, que ce soit, en tout cas, peu importe, là, je veux dire, les tâches ménagères, et tout ce que la vie quotidienne demande, justement, l'activité professionnelle, se lever, aller travailler le matin, bon, et tout ça. Il y a des choses qui se font naturellement. Donc, il n'y a pas vraiment de, excusez-moi, il n'y a pas vraiment
vraiment de problème avec le faire, qui est le faire quotidien, qui est requis et demandé et tout ça. Bon. Et il n'y a pas de problème non plus avec le fait de ne rien faire, d'avoir des moments de détente, de repos, même, je vous dirais, d'oisiveté. C'est correct aussi parce que le système demande ça pour se réguler, se reposer et justement se remettre dans un état d'équilibre. Donc, la question, c'est toujours de laisser le flot naturel émerger de lui-même et se faire de lui-même plutôt que de vouloir contrôler les choses ou de vouloir s'inquiéter ou s'en faire avec la façon dont les choses se produisent naturellement. Parce que quand on répond naturellement à la situation, ben on va être dans le faire quand il faut être dans le faire, puis on va être dans le non-faire quand il faut être dans le non-faire. Et tout ça est souvent une question de réponse et d'écoute plus que d'action à proprement parler ou de non-action à proprement parler. Et le fait de retourner le regard vers l'intérieur et de se mettre à observer l'ensemble de toutes ces dynamiques-là qui créent de l'inconfort quand on arrive dans les périodes d'ennui, ou de ne rien faire, ben, nous permettent de démêler vraiment et de comprendre le rythme naturel de l'organisme, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a le goût d'expérimenter, puis comment ça a le goût de se jouer puis de se vivre. Donc, si la vie, puis il y a des cycles de vie aussi, hein, donc si on est, je ne sais pas, moi, si je regarde ma vie passée, je vous dirais que la période où j'ai été le plus sollicitée, puis ça a été le plus demandant, puis le plus où là, j'avais à répondre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là, ben, je vous dirais que c'est du milieu de la trentaine au milieu de la quarantaine, là, 35 à 45 ans. Ça a été une période de ma vie, moi, où là, j'étais vraiment très sollicitée, très demandée à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Et là, j'avais à répondre beaucoup à travers l'action et à travers le faire. Mais il y a des périodes où, comme là, moi, après ça, ça s'est beaucoup calmé. Là, aujourd'hui, je suis dans d'autres choses où là, on me demande beaucoup moins de répondre. On me demande très peu de répondre finalement. Là, on me le demande un petit peu plus ces temps-ci, mais généralement, je suis à peu près pas sollicitée. Donc, quand je suis pas sollicitée, ben, je fais ce que j'ai le goût de faire, puis je vis la vie que j'ai le goût de vivre, puis c'est parfait, puis c'est merveilleux, puis je veux dire, il n'y a rien à en dire, là, c'est juste blissful, puis joyeux, puis parfait. Donc, c'est OK aussi. Je veux dire, je veux dire, c'est de suivre le mouvement naturel qui apporte de la joie, du bien-être, de l'équilibre, de la paix intérieure. Et c'est de vouloir réguler le mouvement autrement, le contrer, tout le temps chercher à le suranalyser ou à le contrôler, qui crée encore plus d'inconfort et met encore plus de tension sur le système. Donc voilà. Fait que là, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Poursuivre au-delà de ça va faire en sorte que je vais simplement commencer à me répéter, donc je vais arrêter ça ici. Il y avait un deuxième thème que j'avais le goût d'aborder, mais là, on est rendu à 37 minutes, ça va faire une vidéo qui est beaucoup trop long. Donc peut-être que je reviendrai éventuellement dans une autre vidéo, on verra, on verra. On verra, mais là, je ne le sens pas. Donc, je n'adresserai pas le deuxième thème qui était celui que j'avais annoncé au départ, qui visait finalement à parler d'une conversation très intéressante que j'ai eue avec un client. Peut-être que je ferai un texte avec ça ou peut-être que je reviendrai en vidéo, peut-être que finalement l'élan va passer puis que je ne sentirai pas le besoin de l'adresser. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis en espérant que cela puisse vous donner certaines pistes d'exploration. Hein? Le but, c'est pas de répondre, c'est juste de vous faire voir un éventail de potentialités dans cette dynamique-là qu'on appelle l'ennui, le rien faire et le fait que, bon, ça nous met dans une certaine forme, oui, d'hypervigilance. Donc, c'est de voir tout le champ des possibles qui peuvent s'ouvrir en regard de ça, ce qu'on peut aller regarder, ce qu'on peut en déduire, ce en comprendre, oui, et ce que ça peut nous permettre aussi d'apprendre à propos de nous-mêmes. Donc, voilà, et j'espère que tout ceci pourra vous être d'une aide quelconque ou en tout cas ouvrir des pistes d'exploration et puis si vous avez le goût de commenter ou de rebondir là-dessus en commentaire, ben gênez-vous pas. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!